Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Ma première invitée pour cette saison 3 de votre podcast Ma Pause Café avec Tia est une amie. Une de ces amies pour laquelle on ne compte plus le nombre des années. Une femme incroyable qui depuis tout ce temps ne cesse de m'impressionner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Violaine Machichi-Prost, déléguée de mission du pôle interrégional Antilles-Guyane pour la Fondation du patrimoine. En pleine campagne électorale, parce que oui, nous y sommes déjà, j'avais envie qu'on parle un peu politique. Comment une jeune femme qui n'était pas du tout prédestinée au monde politique se retrouve avec un mandat? Comment croire en nos élus? Comment motiver nos jeunes à être des acteurs politiques de demain? Énormément de questions pour cette jeune élue qui nous parlera de son parcours, de son ambition et de sa motivation. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Vio, je peux t'appeler Vio? J'allais te poser la même question. Est-ce que je peux t'appeler Sine? Bien sûr. Mais tu vois, alors pour ceux qui nous écoutent, on a refait l'intro parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de t'appeler Vio et pas Violaine que j'ai bugué. Donc, je vais t'appeler Vio pendant l'interview parce que vraiment, on se connaît depuis combien de temps maintenant? Je sais plus. Pendant que tu faisais ton introduction, j'étais en train d'essayer de calculer. Je sais pas du coup. J'ai quitté la Martinique en 2008 ou 2007. Donc, on va dire qu'on se connaît depuis au moins 3 ans avant 2007. Donc, vous faites le calcul. Voilà, je suis très mauvaise en Alors, moi, je crois, si je dis pas de bêtises, que cette année, ça fera 20 ans. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. J'ai une mèche de cheveux blancs qui apparaît d'un coup. Avec plaisir. 20 ans d'amitié et je suis impressionnée par cette femme. On va parler justement de ton parcours, de ton évolution, de qui tu es. Mais la première question, qui est une question très importante dans ce podcast, tu es plutôt thé ou café? Ah, carrément thé. Tu vois, pendant l'interview, je suis avec mon mug de thé vert, principalement. D'accord. Okay. C'est ma boisson de toute la journée. Et il y en a, c'est le café, moi, c'est le thé. Je déteste le café, sauf en glace ou en gâteau. Mais non, je suis une miss thé, moi. D'accord. Bon, on va se faire une pause thé. J'ai bu un café juste avant, donc ça ne me dérange pas. On est parti pour une pause thé. Alors, on continue. Si tu devais te décrire, comment le ferais-tu? Je vais te dire ce que j'avais écrit pour ma présentation la première fois que j'ai créé mon profil Facebook, curieuse du monde. D'accord, ok. Je pense que c'est ça pour me décrire. Je suis toujours épatée par le parcours des gens. J'aime savoir comment ils en sont arrivés où ils en sont, et puis aider dans le meilleur des mondes, contribuer à ce que cette planète puisse fonctionner en harmonie. Voilà, avec tout le monde, parce que je pense qu'il y a une place pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est important pour moi. Donc, curieuse du monde et puis épatée par les gens, dans le bon comme dans le mauvais sens, hein, souvent. Malheureusement, il faut les deux. Mais j'aime beaucoup cette présentation, curieuse du monde. Quel style de petite fille étais-tu? Ah, c'est une bonne question, ça. J'aurais dû demander à ma mère. J'étais déjà très curieuse parce que j'étais assez sociale. Ma mère a failli se faire des cheveux blancs plusieurs fois parce que j'étais le genre de petite fille à taper la discute avec n'importe qui. Ça lui a valu de belles frayeurs souvent. Et puis plutôt déjà gourmande et
Ouais, enjoué, je pense. Les gens, en général, quand ils me définissent et quand je regarde les photos dans les albums photos de ma grand-mère le week-end, bon, j'ai souvent le sourire. Donc voilà. C'est vrai. Et je confirme, depuis 20 ans, je crois que j'aurais dit exactement la même chose. Vraiment. J'ai pas changé finalement. Je pense pas avoir trop changé. Tu te bonifies. Ah, je suis peut-être un peu plus rancunière quand même. C'est pas bien. D'accord. J'essaye de travailler là-dessus. Mais j'avoue que des fois, je peux être mauvaise. J'ai une mauvaise rancune. D'accord, on Ça note. peut pas l'être. Quel a été ton parcours scolaire? Bah, tout à fait classique. J'ai été une fumiste jusqu'à la première, je pense. Voilà, j'ai redoublé ma seconde. J'ai redoublé ma seconde et ça a été salvateur pour moi parce que du coup, j'ai pris mon année sabbatique à ce moment-là. Et après, seconde, première, terminale, impeccable. J'ai fait une première à l'époque, ça s'appelait STT, donc c'était dans le tertiaire. Et Ouais. j'ai eu la chance du coup après de partir faire mes études. J'avais dit à ma mère, écoute, si tu veux que je fasse des études, tu m'envoies au soleil parce qu'il n'est pas question que j'aille me peler dans l'Hexagone. Pour ceux qui le savent pas, je suis guyanaise, j'ai toujours vécu en Guyane et je suis partie donc en Martinique, c'est là où on s'est rencontrés, pour mon Ouais. BTS. Donc au fameux lycée Schellcher, j'étais tellement fière d'être dans ce lycée-là et de pouvoir faire mes études et de m'asseoir sur les bancs de grands noms de notre monde. Et après, donc j'ai obtenu mon BTS en management des unités commerciales. Et à ce moment-là, il y a eu les mouvements anti-CPE. C'était un contrat première embauche et j'étais militante en fait. J'étais représentante lycéenne. Et à ce moment-là, le monde de la radio et des médias m'a ouvert les portes puisque j'étais souvent interviewée en tant que représentante lycéenne pendant les manifestations. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de continuer après mon BTS en licence d'activité technique de communication sur le campus de Schellcher, toujours en Martinique. Voilà pour le parcours scolaire. Après, je suis rentrée en Guyane et j'ai commencé à travailler. J'avais dit à ma mère que j'avais fait le minimum syndical, c'était très bien. Et après, plus tard, j'ai repris mes études pour faire un master. Voilà, en société et interculturalité. D'accord. Alors, t'es en Martinique. Comment tu vis ces années loin de chez toi? Parce que alors c'est pas très loin de la Guyane, mais n'empêche. Voilà. Comment tu vis ces années? Mais c'était la liberté en fait. C'était la première fois que je quittais le cocon familial. Et bon, pour la petite histoire, la Martinique, c'était pour le soleil, mais aussi parce qu'à l'époque, j'étais très amoureuse d'un Martiniquais, donc je trouvais que c'était plus facile d'être en Martinique pour pouvoir se voir, parce que lui était resté en Guyane. Et non, je crois que c'est mes plus belles années, tu rigoles, des années étudiantes, comme on me l'avait vendu, si tu veux, avec ses difficultés. Je me souviens du premier trimestre de ma première année de BTS compliqué parce qu'en fait on a l'impression que c'est similaire la Guyane et la Martinique, mais en fait pas du tout. Et un truc tout simple auquel j'avais pensé si j'étais partie en Hexagone, mais pas du tout si j'étais partie en allant en Martinique, c'est que de septembre à décembre, le jour se couche très tôt. Et en Ouais. fait, du coup, je quittais l'école, le lycée Schellcher vers 17h et je rentrais chez moi à pied en traversant Texaco et en allant jusqu'à Terre-Saint-Ville. Et je rentrais chez moi, il faisait nuit, quoi. Et ça m'avait foutu un spleen, pas possible. Mais voilà. Donc ça, c'était le premier trimestre. Et après, j'ai vite pris de très bonnes habitudes. Et c'est mes meilleures années, la Martinique. C'est mes meilleures années. Tu nous as dit que tu avais pris part aux manifestations pendant tes années BTS. Est-ce que c'est le début de ta conscience politique? Ou à cette époque-là, tu étais très loin de ça? Alors, en tout cas, à cette époque-là,
Je n'avais pas conscience que je faisais de la politique. Pour moi, c'était, je dissociais très très nettement le syndicalisme, le militantisme de la politique. C'était presque même, au contraire, non, je fais pas de politique, je suis pas une politique, c'est une tare, quoi. Donc après, ma conscientisation, à mon avis, elle date aussi de mon enfance parce que je suis issue d'une famille très très militante. Ma mère était dans beaucoup d'associations. Elle n'a pas forcément été syndiquée. Je crois qu'elle a même jamais fait, très rarement fait grève, mais en tout cas une conscientisation associative. Donc je pense que non, ça n'a pas commencé à ce moment-là. Par contre, c'est à ce moment-là que ça a pris forme pour ma vie de femme. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Alors ensuite, tu rentres en Guyane et comment se passe ta vie active là-bas? Eh Là, tu es bien, une jeune femme qui commence à bosser. Comment ça se passe? Eh bien, alors, il faut savoir que quand je suis rentrée en Guyane, donc après ma licence d'activité technique de communication, en Martinique, j'avais eu la chance de pratiquer la radio, donc d'être animatrice et co-animatrice radio surtout. Et donc, le monde des médias, etc., m'attirait énormément. Donc je rentre en Guyane et mais en fait j'ai la chance d'obtenir un poste qui couple finalement mes deux diplômes, la communication et le commerce, puisque je deviens commerciale à la régie commerciale pour le groupe Énergie Guyane à l'époque qui venait de s'installer. Et ça va durer 2-3 ans. Voilà. Et alors ça, c'est assez génial pour commencer à travailler parce que quand tu es commercial, en plus, j'avais pas de permis à l'époque. Et mon patron, qui s'appelait Vladimir Mangachov, à qui je dois quand même rendre hommage à ce niveau-là, m'a donné ma chance et m'avait fourni un scooter. Donc j'ai pas pratiqué la Guyane en long, en large, en scooter, ça m'a permis de me faire un réseau, de connaître le milieu économique de la Guyane et puis les moindres recoins. Aujourd'hui, tu me parles d'une adresse ou quoi que ce soit en Guyane, je suis capable de te dire ah oui bah t'as à tel niveau, il y a telle chose à côté, etc. Et je trouve ça très formateur pour un début de carrière professionnelle. Voilà, Clairement. ça n'a duré que 2 ans. Mais tu sais, moi, ce qui est super intéressant, je te coupe 2 secondes, c'est que, alors, tu vas nous raconter la suite, mais ce qui est super intéressant, c'est que déjà, tes 2 premières expériences, alors, déjà ton parcours scolaire et ensuite ton début dans la vie active dessine un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est vrai que je pose très souvent ces questions du début de la vie active, de la scolarité, parce que très souvent on réalise que même si tout n'est pas forcément lié de but en blanc, mais il y a des choses qui reviennent dans ce qu'on fait aujourd'hui et je trouve ça super passionnant. Ouais, c'est marrant ce que tu me dis parce que c'est exactement ce que je me suis dit quand on va arriver à mon statut aujourd'hui, mais c'est exactement ce que je me suis dit quand je suis rentrée en tant qu'élue, en tant que conseillère territoriale à la collectivité territoriale de Guyane aujourd'hui, et où je me suis assise dans le fauteuil en me disant mais finalement, en fait, c'est la concrétisation de tout ce que tu as fait dans ta vie aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Enfin, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je me suis dit ça et tout, mais oui, t'as tout à fait raison de dire ça. Il y a pas de hasard. Je pense pas qu'il y ait de hasard finalement tant que ça dans la vie. Les choses, elles se font. Des fois, tu sais pas pourquoi, mais tu sais que ça va te servir. Et quand je te dis que je me définis en tant que curieuse du monde, je trouve ça super important en fait de saisir les opportunités quand on te les propose déjà, de pas avoir peur de se dire finalement non je sais pas faire, je peux pas y aller, je sais pas faire. Je pense que ça m'a beaucoup bloquée à l'époque. J'avais pas confiance en moi. Et je crois que j'aurais fait encore plus de choses si j'avais eu confiance en moi. Peut-être qu'on m'a protégée finalement en me donnant pas trop de confiance en moi au départ. Je serais peut-être partie complètement en vrille à un moment donné. Mais comment t'as travaillé cette confiance en toi pour être la femme que t'es aujourd'hui? Comment on fait d'une fille qui se dit non je peux pas à tiens je vais faire de la politique? C'est quoi ton cheminement pour avoir confiance en toi aujourd'hui? Il y a absolument pas de cheminement en fait. On te propose des choses et si on te les propose, à un moment donné, tu te dis
c'est que la personne en face, elle te voit. Et moi, je fonctionne beaucoup au feeling, en fait. Et jusque-là, je touche du bois, ça m'a pas trop été préjudiciable. Ça m'a plutôt porté chance. Donc, je n'ai absolument pas de fil rouge où, quand je suis commerciale sur mon scooter au début de ma carrière, je ne me dis absolument pas, telle personne, elle va me servir à devenir une politique ou dans ma carrière après, quoi. Absolument pas. C'est les choses de la vie qui se sont imbriquées les unes aux autres au fur et à mesure et qui font qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. La confiance en soi, ça a été très très problématique. C'est très récemment que que j'ai un peu plus confiance en moi. On dit qu'on est la meilleure femme que l'on peut être dans sa vie à 40 ans. J'y suis bientôt et je crois qu'en fait c'est juste une histoire de maturité et tu as connu des expériences dans la vie, t'as pris des claques. Que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle et des remises en question, tu as essayé par ces remises en question, de trouver des alternatives à tes défauts ou aux situations que tu as vécues. Et donc, du coup, tu avances en sachant, en étant plus assurée. C'est ce qui s'est passé quand j'ai repris mes études, parce qu'après, justement, au niveau du parcours professionnel, après énergie, la régie commerciale, j'ai eu l'opportunité de devenir du coup chargée de mission pour la Fondation du patrimoine. Je n'y suis plus aujourd'hui. Donc je suis restée 5 ans. Et à un moment donné, dans ce poste, j'étais très autonome, mais je voyais bien mes limites. Et donc, pour pallier à ces limites, il fallait que je puisse passer un diplôme, un master. Donc, je l'ai passé. Il se trouvait que j'ai eu la chance d'avoir un master qui m'intéressait sur l'université de Guyane. Et donc, jeune maman de 27 ans, avec un super papa qui a pris le relais pendant que maman allait en cours du soir et le samedi matin, j'ai repassé ce master avec les oraux et les mémoires à écrire. Et oui, ça te donne de l'assurance. Parce que quand tu arrives après sur le marché ou face à quelqu'un, tu as une conscientisation qui a été faite dans ce master-là. Et du coup, on peut pas trop te la raconter, en tout cas un peu moins, quoi. Donc ça, je pense que quand vous n'avez pas confiance en vous ou quoi, il est important que vous vous formiez. Formez-vous, allez voir les professionnels du domaine que vous voulez voir, interrogez les gens qui sont dans le métier et eux vous apporteront les solutions. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il est super important de dire, c'est que il y a jamais une situation parfaite dès le départ. Donc en fait, le plus simple, c'est de commencer et de se relever ou de s'améliorer entre-temps. Tu vois, ce podcast aujourd'hui, Sine, en fait, je trouve ça génial parce qu'on en a parlé pendant des heures et tout. Et en fait, tu vois, toi, tu t'es lancé, moi non, finalement. Au départ, c'était peut-être pas comme tu le voulais dès le départ, mais je suis sûre que tu améliores les choses au fur et à mesure. Ouais, non, mais clairement, j'aurais pas mieux dit. Et c'est vrai que je suis comme toi. Je suis exactement comme toi dans le sens où, à un moment, j'ai eu l'impression d'être une véritable imposture et je me suis dit, pour ne plus avoir ce sentiment, même si des fois, ça peut être illégitime et voilà. Mais bon, ce sont des croyances et elles sont là, elles sont bien ancrées. Comme toi, j'ai repris le chemin de l'école. Donc, c'est pas évident parce qu'on se dit, là aussi, je suis pas à ma place après toutes ces années. Mais je crois qu'à un moment, il faut aller au-delà de cette image que l'on projette ou qu'on a l'impression de projeter, parce que des fois, les gens en face, ils ont pas du tout le même retour, et se dire, OK, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et puis, on verra ce que ça donne, on verra si je prends une claque, on verra si ça fonctionne, mais faut y aller. Et souvent, très souvent, c'est beaucoup de positif. Donc, je te rejoins totalement dans ce que tu viens de dire.
Ouais, c'est ça. Et du coup, finalement, la construction et la confiance en soi, elle s'est construite en fonction de ses formations, de ses claques, et puis je pense que j'ai été très bien entourée. J'ai eu la chance d'avoir ce que j'appelle des mentors autour de moi, des gens qui, dans la vie professionnelle, m'ont assuré que j'étais à ma place, mais qu'il fallait que j'y croie moi-même, quoi, et qui ont su me mettre une baffe à un moment donné, me dire bon, t'arrêtes de pleurer, t'avances maintenant. Et ça aussi, c'est important, d'être bien Ouais, entouré. Voilà. clairement. Voilà. Ouais, continue, vas-y. Je sais pas, après, pour terminer au niveau professionnel, du coup, après ce master, je rentre à la direction des affaires culturelles pour être stagiaire. J'y reste finalement 3 ans avec différents projets, différents postes. Donc, la direction des affaires culturelles, c'est un peu le ministère de la Culture en Guyane. J'y reste 3 ans. Et maintenant, par contre, tu vois, et c'est là où je rejoins ce que tu dis tout à l'heure, je suis depuis 2 ans et demi et encore pour quelques semaines chargée de mission à l'Université de Guyane, au service de la formation continue, et où donc je vois des gens tous les jours qui reprennent leurs études. Et d'avoir été dans cette situation, je pense que ça me permet de les orienter peut-être différemment ou de les accueillir différemment. Juste pour rejoindre en fait ce que tu disais tout à l'heure, que des fois ça n'a pas de sens ce que tu fais au moment où tu le fais, mais ça a une utilité pour après. Clairement, clairement. On va maintenant parler de la politique. Quand as-tu eu conscience que la politique avait un rôle important à jouer dans ta vie? Ça a été quoi le déclic de te dire « je suis actrice » et plus spectatrice? Eh bien, ça a été il y a 5-6 ans. Quand j'ai été trésorière d'une association qui s'appelait le SASPROD, qui s'appelle toujours, parce qu'elle existe toujours, mais elle n'a plus les mêmes activités, le SASPROD, et qui avait pour ambition, en fait, de professionnaliser le milieu de la musique en Guyane. Et après, à ce moment-là, c'est une association, pardon, qui a vécu 10 ans, et moi, je suis arrivée juste avant l'effondrement de l'association. L'effondrement des subventions qui diminuaient au fur et à mesure. Je passerai les détails de pourquoi, comment, etc. Mais en fait, on était tellement dans l'utopie que c'était l'outil idéal pour la Guyane, etc. On essayait de prendre les bonnes décisions pour continuer. Mais au final, en fait, en tant qu'association, à un moment donné, tu continues ce militantisme par l'associatif. Et à l'époque, je me souviens très bien avoir dit, mais moi, je veux pas faire de politique, je préfère être un contre-pouvoir dans l'associatif. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec cette association qui était super importante pour la Guyane, qui s'est effondrée, qui a dû s'arrêter. Par manque de subventions. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Je veux pas rester dans le conflit ici, mais en tout cas, à un moment donné, là, tu te dis, en fait, et à un moment donné, c'est pas toi qui peux prendre les décisions. Et ces décisions-là, elles se prennent en politique. Et voilà. Donc, il y a 5-6 ans, quand je me dis ça, je suis pas du tout en train de me dire, il faut que je me lance en politique. Absolument pas. T'as juste conscience que l'action se fait de l'autre côté. C'est ça. J'ai juste conscience de ça. Et du coup, ce cheminement-là, en étant dans cette association, en ayant repris mes études, en étant à la direction des affaires culturelles, et donc du coup d'être à l'intérieur du système de l'État, je pensais pouvoir agir. Finalement, non. L'association continue de dégringoler, et etc. Donc là, je me dis j'ai testé en étant à l'intérieur de l'association, en étant à l'intérieur du système technique de l'État, en fait, tout aussi est une question politique. Et donc, du coup, ça dépend aussi des politiques d'État ou territoriales ou des régions. Mais en fait, j'ai jamais voulu rentrer en politique. Et comment c'est arrivé? C'est que au mois de l'année dernière, fin d'année dernière, en 2020, on m'appelle en me disant écoute Violaine, il y a une coalition de gauche qui est en train de se monter pour pouvoir aller aux élections territoriales, et ils recherchent des gens pour contribuer
pour contribuer à l'élection. Et moi, à ce moment-là, je dis oui, d'accord, qui c'est qu'il y a dedans? Et il se trouve qu'à l'époque, on me cite quelques têtes de liste, mais sans me dire la tête de liste exactement, puisqu'il fallait que ce soit décidé, c'était pas encore décidé. Et parmi ces têtes de liste, on me cite Jean-Paul Ferreira, qui est donc la tête de liste que j'ai suivie cette année pour les élections territoriales. Et j'ai dit, si c'est cette personne-là, j'y vais. Mais moi, j'y vais, je contribue, quoi. Je vais être parmi les petites mains, etc., quoi, tu vois. Ouais. Et puis là, on me dit, non, mais je crois que t'as pas compris, c'est pour être sur la liste, en fait. Et je crois que j'ai une interrogation pendant 2 secondes où, tu vois, il y a ce manque de confiance en soi qui revient. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, ben, ok, d'accord. Si c'est lui, j'y vais. Voilà comment ça s'est fait, en fait. Et cette personne-là était épatée parce qu'elle pensait qu'elle aurait plus à argumenter, alors que finalement, elle n'a pas eu grand-chose. Voilà, c'est dans ce sens-là aussi, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis aujourd'hui en politique parce que cette personne que j'ai suivie cette année pour les élections territoriales de Guyane, j'ai confiance en elle. J'avais eu l'occasion de travailler avec elle à la direction des affaires culturelles et je connais son importance pour la culture. Elle estime que la culture, c'est un socle qui permet d'agir sur tous les autres points de la vie des concitoyens. Et c'est mon ambition aussi. Tout mon parcours est jonché de culture. Donc finalement, c'est facile de suivre ce genre de personnes parce que tu sais, t'as pas peur du discours qui peut être donné ou quoi. Tu suis et puis voilà. Et au final, ben écoute, j'ai été jusqu'au bout de la démarche puisque je suis aujourd'hui conseillère territoriale. Pour la petite histoire, il y avait 4 listes. Notre liste est arrivée 3e sur 4, mais pas très loin de la seconde. Il y a eu une fusion entre les trois listes opposées au sortant. Et puis, on a gagné la CTG. Et aujourd'hui, je suis conseillère territoriale. Voilà comment je suis arrivée en politique. Tu vois ? Alors, pour la petite histoire, tu pensais déjà ne pas avoir de siège aussi. Ouais. Aussi, pour la petite histoire. Ah ouais. Comment tu vis le moment où tu réalises que tu vas avoir un siège et que tu vas être véritablement actrice politique et pas juste la petite main comme tu disais tout à l'heure? Parce que là, j'entends bien, au début tu dis ok, je vais suivre quelqu'un dont je suis les valeurs et qui me parle et voilà, et j'ai envie aussi de contribuer à ça à ma petite échelle. Et donc voilà, comme tu dis, moi je serai les petites mains, je vais contribuer comme je peux, voilà. Sauf que la réalité, c'est qu'à un moment, t'es élu. Comment tu réagis? Bah, alors, cette réaction d'être élu, elle se fait assez rapidement dès le premier tour, puisque sur la liste avant la fusion, je suis déjà 3e sur l'une des sections. Donc, je suis en position éligible. Donc, si tu veux, pour moi, on y va, quoi. On y va ensemble. Après, tu as la défaite du premier tour, puis la fusion. Et à la fusion, je passe en 8e place. Inutile de te dire qu'en 8e place, franchement, pour être élu, faut faire près de 80% des suffrages, quoi. Donc là, par contre, je redeviens la petite main et à me dire, on y va, on est là pour l'intérêt commun. Je m'en fiche d'être élu ou pas élu, on y va, quoi. Le dimanche arrive, je suis en train de fêter la victoire commune. Je suis absolument pas dans les chiffres et tout, et je suis tellement contente que la fusion ait gagné. Et je rencontre 2 personnes qui me disent bravo, tu es à la CTG, etc. et tout. Alors moi, très pédagogue, je leur dis mais non, je suis pas en place éligible, mais je suis super contente. On a gagné. Mon objectif, c'était pas forcément d'avoir un siège et tout. Bref. Et puis 1, 2, 3 personnes, à un moment donné, tu pose la question. Et quand je rentre le soir auprès de mon conjoint qui gardait les enfants, donc qui n'était pas à côté de moi au moment de l'élection, il me dit, mais en fait, tu sais que tu es élu. Je lui dis, ben non, je ne peux pas être élu. Je refais mon même marathon verbal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour être élu donc à la 8e place, il aurait fallu que sur ma section, c'est parce que c'est des élections dans les élections, si tu veux.
Enfin, on va Ouais. faire très simple. Et c'est comme si, donc moi j'étais sur la section Petite Couronne, donc, qui comprend Rémy-Montjoly et Matoury, et on a fait plus de 70%, près de 80%. Donc ça veut dire que la liste qui gagne 6 sièges. Comme on a fait ce pourcentage, on a 6 sièges. Et comme on est la liste élue, le principe fait que la liste qui est élue a un bonus de place. Ok. Et donc, je suis le bonus, en fait. On a 2 places de bonus. Et donc, je suis la 8e personne. Ça nous fait rentrer 8 sièges sur 12, je crois, ou sur 10. Non, sur 10. Et donc, en fait, c'est comme ça que je suis élue. C'est grâce à ce super pourcentage sur ma section. Et on les a fait, quoi, les près de 80%, tu vois. Et Ouais. donc, à ce moment-là, comment t'expliquer ça? J'ai un sentiment assez particulier. Je pourrais comparer ça à comme quand tu regardes le test de grossesse et qui est positif, quoi. En fait, tu sais que tu as tout fait pour tomber enceinte, hein, que tu le voulais, et puis à un moment donné où c'est là, quoi, tu réalises, et tu dis, waouh, bon, on y va, quoi. Et t'es dans un mélange entre l'excitation et l'anxiété, parce que t'es pas du tout politique et que tu sais pas faire. Tu dis, waouh, comment il va falloir que je fasse et tout ça. Et puis les gens autour de toi sont super contents et voilà, quoi. Et du coup, tu prends la mesure de la responsabilité que tu as sur les épaules à ce moment-là. Tu dis là, les gens, ils sont dans une telle attente que je peux pas les décevoir, quoi. Voilà ce que je me dis ce jour-là. J'adore. Et tu dis quand même, je sais pas faire. Et comment on fait quand on sait pas faire? Comme pour tout le reste, tu observes, tu regardes, tu vas interroger des gens proches de toi qui sont dans le milieu. J'ai suivi une tête de liste, donc inutile de te dire qu'il y a eu des appels de ma part. Bon, alors là, qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait? Est-ce qu'il faut demander? Est-ce que bon, voilà. Et puis bon, après, pendant toute la campagne, tu as une mini formation politique aussi finalement, parce que les questions, elles se posent dès le premier tour quand tu te présentes avec ta liste, quoi, sans la fusion. Ouais. Donc il y a ça aussi. Et puis t'es encadré, une fois que t'es élu, t'es quand même vachement encadré par les services techniques de la CTG. Et donc quand t'as une question, tu appelles, tu la poses et puis voilà. Et c'est le propre de cette élection-là, c'est qu'on est énormément d'élus à n'avoir jamais fait de politique avant. Voilà. D'accord. Ouais. Donc un nouveau souffle. Oui. Donc du coup, ça te déculpabilise encore plus parce que tu te dis, je suis pas la seule. Donc la question que je vais poser sera forcément pas une question bête, quoi. Donc t'as pas peur. Clairement. C'est quoi pour toi un bon homme politique ou une bonne femme politique? C'est quoi pour toi? C'est une personne qui aura tout fait, tout entrepris pour ne pas avoir de remords, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir essayé. Tu te dois de réussir et d'être à l'écoute de la population. Un bon homme politique, c'est quelqu'un qui se coupe jamais du peuple. Tu vois, je déteste le genre de personnes qui, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, oui, tu t'appelles ma secrétaire et tu prends rendez-vous, quoi. C'est pas moi. Et je pense qu'il est super important de rester dans la réalité pour pouvoir agir correctement et efficacement. D'accord. Et Est-ce que... Vas-y, continue. Et ça, c'est en restant proche des associations, en restant proche des gens avec qui tu étais déjà avec avant, et en restant dans le débat de façon permanente. Est-ce que ton jeune âge, parce que tu es quand même jeune pour ce monde politique, est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment, ça a été un frein ou pas du tout? Absolument pas. Non, absolument pas. Au contraire, je pense que c'était vraiment un atout même.
parce qu'on est arrivé avec notre énergie, nos idées qui peuvent paraître innovantes et pour dépoussiérer un peu les choses et les campagnes telles qu'elles sont. Non, ça, là, je ne m'a jamais posé problème. On est d'ailleurs, je suis pas la Benjamine, hein. Il y a une élue qui est encore plus jeune que moi, Tiara Stenwickel, que je salue. Et c'est la Benjamine, elle a je sais plus quel âge elle a, mince, je vais pas dire de bêtises, mais bon, bref. Voilà, on est beaucoup de jeunes élus aujourd'hui. C'est absolument pas un frein. C'est bon à savoir parce que c'est vrai que on pourrait se poser la question en se disant elle a jamais fait de politique, est-ce que les aînés qui étaient là se sont pas dit bah non en fait ça va pas le faire. Donc c'est rassurant de se dire qu'au contraire il y a de la place pour les jeunes qui arrivent et qui auraient envie d'essayer. Donc ça c'est hyper rassurant. Et j'ai une question alors qui est un petit peu plus large que la Guyane. Même si je pense que on l'a vu en Guyane, on l'a vu en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi beaucoup en France. Les dernières élections régionales où on a eu un taux d'abstention en record, il y a un vrai déclin de l'action citoyenne dans les urnes. Est-ce que toi tu le comprends? Oui, clairement, je le comprends. Ça fait des années. En tout cas, tu ne peux que le comprendre. Que tu adhères ou que tu adhères pas, il y a un moment donné, il faut se poser la question des moyens et de comment les responsables sont nommés. Donc, pour moi, on doit à un moment donné se poser la question de est-ce qu'il faut pas trouver un autre moyen, une autre façon de faire? Est-ce que le vote est le meilleur système? Et peut-être je vais peut-être employer des mots forts, mais réécrire une nouvelle constitution avec des nouveaux principes, il faut se réinventer. Là, clairement, il faut réinventer les choses. Parce que ça fait des années que les concitoyens ont dit on veut pas de vos choix là, les choix que vous nous donnez, c'est pas des choix en fait, c'est souvent je pense souvent au présidentiel quand je dis ça, mais c'est souvent la peste et le choléra où on se sent pas représenté par les partis que vous nous proposez. Je pense que ça aussi, c'est peut-être à remettre en question. Est-ce que le système des partis politiques doit rester? Je sais pas. Ce sont des vraies questions. J'ai pas la réponse. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion à mener sur le moyen des scrutins. Moi, j'ai l'impression, tu vois, quand je regarde un peu la France de manière générale avec tous ces territoires, il y a une phrase de Jamel Debbouze qui me revient à l'esprit, c'est la France est une vieille dame qui n'aime pas trop qu'on lui change ses habitudes. Et j'ai l'impression qu'on y est encore, tu vois, dans cet état où il y a des choses en place qui ne sont peut-être pas bonnes, on a conscience qu'elles ne sont pas bonnes, mais c'est tellement rassurant d'être dans ce truc qu'on va quand même y rester. Et puis on va pas avancer, puis on va juste se plaindre en se disant c'est pas bien, mais derrière c'est comme ça. Et depuis des années, malheureusement, on a un système qui est un cercle vicieux où c'est le même style de personne qui est élu et c'est le même style de personne qui fait les mêmes erreurs. Et derrière, on se dit, mais est-ce qu'on n'apprend pas de nos leçons, en fait? À quel moment, vraiment, on va apprendre? Est-ce qu'on doit passer, comme les États-Unis, par une grosse claque et, par exemple, avoir à notre tête un pseudo petit rouquin, là? Tu vois? Bien. Et je me dis, est-ce que c'est pas ce qui est en train de se dessiner avec les élections en 2022? Ou une blonde. Parce qu'il y a eu ça aux États-Unis, mais il y a eu ça aussi à Londres, en Angleterre, avec le Brexit, où tout le monde se disait, mais non, il y aura jamais de coupure, on va rester. Et finalement, non. Donc, est-ce qu'on a besoin de cette grosse claque en France, ou est-ce que tu penses que, justement, avec la nouvelle génération comme toi de politiciens qui arrivent, il y a peut-être un mouvement qui est en train d'être impulsé? En tout cas, j'espère vraiment qu'on réussira à ne pas avoir cette claque et à pouvoir impulser ces nouvelles idées, ces innovations et ce courage politique, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut parler de courage politique avec des choses qui sont peut-être pas confortables, mais qu'il faut prendre, des décisions qu'il faut prendre. C'est un mouvement mondial, hein. Tu parlais des États-Unis, moi je suis très très proche du
Brésil, je suis d'origine brésilienne, et l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, c'est une catastrophe à mes yeux, quoi. C'est une catastrophe. Clairement, Et clairement. il y a le retour des talibans en Afghanistan. On dit, mince, on n'a pas su euh, prendre la mesure des choses et ne pas faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. Et là, du coup, quand je dis ça, j'ai une phrase de ma prof d'histoire géo de ma première classe de seconde qui me revient, et son premier cours, c'était en quoi le cours d'histoire géo est important. Et la conclusion, c'était que d'enseigner l'histoire géo, c'était de permettre de connaître les événements pour ne pas qu'ils se répètent. Aujourd'hui, on a ce vrai problème-là, je pense. On a des événements qui se répètent. Est-ce que tu penses, est-ce que j'aurais cru possible qu'un un homme comme Bolsonaro ou comme Trump aurait pu être élu de façon complètement légale? J'y ai jamais cru. Mes grands-parents qui ont été des militants contre la dictature brésilienne, ils se retournent. Mon grand-père se retourne dans sa tombe, quoi. Ça, c'est sûr. Donc ça, il y a ça à prendre en compte. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir permettre à tout le monde de connaître l'histoire pour avoir cette conscientisation et ce libre arbitre, et pouvoir, au moment de mettre le bulletin dans l'urne, de dire ok, je suis pas contente, je le manifeste, mais je fais pas non plus. Alors, j'allais dire quelque chose, non, à mes yeux, je fais pas le mauvais choix. Voilà, c'est prétentieux. Oui, bien sûr, c'est subjectif. Le souci aujourd'hui, c'est que, à part les urnes, il n'y a pas d'autre moyen. J'en connais pas. J'en connais pas. La rue, le militantisme, comme je te dis, ça, c'est bien. Il les faut aussi. Il faut les contre-pouvoirs. Mais je pense que ce qu'il faut réinventer, ce sont des contre-pouvoirs. Et légitimer des contre-pouvoirs qui puissent permettre de dire au gouvernement stop, quoi. Et aujourd'hui, à part le militantisme, les associations ou quoi, je connais pas d'autres moyens de contrecarrer. Donc l'urne reste finalement pour l'instant aujourd'hui la seule arme que l'on ait, malheureusement. Mais je juge pas les gens qui n'y vont pas ou quoi, parce qu'ils ont leur raison et ils ont sûrement raison de le faire. Moi, j'ai choisi de toujours de toujours aller voter. Quand j'ai pas pu le faire, ça a fini dans les journaux parce que j'étais vraiment pas contente. Voilà. Mais il y a quelque chose à réinventer. Est-ce que Excuse-moi, vas-y. Non, ouais. Je repense aussi à mon prof en master il nous demandait pour vous qu'est-ce que le patrimoine, et au final la conclusion, le patrimoine c'est ce que vous en faites en fait. Si on décide que si tout le monde est d'accord pour dire que cette table là qui est autour de nous là, c'est du patrimoine guyanais, c'est du patrimoine. Donc là c'est ça aussi, c'est prendre en main les choses et essayer de faire changer les choses. Donc, comme tu le disais, tu es originaire de la Guyane. En 2017, le peuple est descendu dans la rue, notamment à cause de l'insécurité. On a pu voir beaucoup de jeunes pendant ce mouvement, et surtout parmi les leaders. Est-ce que cet élan s'est essoufflé avec les années, ou est-ce qu'au contraire, ça a vraiment été un déclencheur d'une vraie prise de conscience des jeunes Guyanais ? Oui, je pense. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a eu beaucoup de désillusions aussi. Alors, faut savoir que parmi les leaders, et je pense à un en particulier. Il est aujourd'hui conseiller territorial de la CTG. Il a fait partie des listes, tu vois. Donc, il y a une conscientisation que ça passe par les pouvoirs et que ça passe par la politique. On vient de sortir un court-métrage là avec une amie qui s'appelle Chloé Bebron, qui parle, dont le synopsis parle de l'état sanitaire de la Guyane, et du coup d'un père qui sombre dans la folie après la perte d'un être cher à cause des conditions sanitaires des hôpitaux de l'époque en Guyane. Comment ?
Alors le film s'appelle Déterminé. Vous pouvez aller le découvrir par le Facebook. Le Facebook du film s'appelle Déterminé-le court-métrage. Il dure 6 minutes et c'est une autre façon de faire, tu vois. Et ça, t'as plein de réalisateurs aujourd'hui, de personnes qui font des actions, différentes actions, pour se dire qu'est-ce qu'on fait après mars 2017, tu vois. Mars 2017, on était plus de 10 000 dans les rues à marcher. Il y a des accords qui ont été signés. On en est où? Qu'est-ce qu'on en fait? Et ouais, ça, t'as beaucoup ça. T'as beaucoup de personnes qui agissent. Et alors moi, je suis très proche du milieu culturel, mais du coup, au niveau c'est le milieu que je connais le mieux. T'as énormément d'artistes qui agissent comme ça. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un changement depuis 2017 ou est-ce que voilà, ça manque encore d'entrain, de réalisation? Il y a des changements. Après, je pense qu'il y a un gros travail pour continuer à permettre la conscientisation des peuples. Et ça, là-dessus, je pense qu'on a failli, on n'a pas réussi là-dessus. Il faut mettre en place des dispositifs, des programmes. Enfin, je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais pour expliquer aux gens, toujours dans cette histoire de connaître l'histoire pour mieux agir, tu vois. Et ça, là-dessus, je pense qu'on n'y est pas encore arrivé. Ou en tout cas, ça, de mon point de vue à moi, pas comme il faudrait. Avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on peut encore croire au monde politique? Bah écoute, j'espère, hein, si j'y suis, c'est ce que je crois. En tout cas, ce sera ma dernière tentative d'agir. Enfin, ma dernière, je dis ça comme ça, mais c'est parce que j'y crois que j'y suis et que c'est à nous aussi aujourd'hui, les élus qu'on est, de faire changer les choses et de permettre aux gens de se dire ouais, mais en fait, en politique, on peut agir aussi. Ouais, ok, d'accord. On vous croit et ça, j'espère qu'on réussira ça. Et j'espère que les gens qui me connaissent ou qui me croisent dans la rue et qui trouveront que j'ai mal agi ou que ma tête ne passe plus les portes sauront me mettre 2 claques et me dire oh, redescends sur terre. Je serai la première à te le dire. Voilà, merci. Sur vous. Ça, tu rigoles, mais c'est une vraie frayeur. C'est une vraie frayeur. J'ai peur de perdre ce que je suis, en fait. Parce que je pense que le pouvoir peut très vite monter à la tête et qu'il faut avoir des gens, être bien entourés autour de toi pour justement rester sur terre et rester efficace. Ouais, alors je m'inquiète pas du tout pour toi à ce niveau, honnêtement, pour te connaître depuis des années, je m'inquiète pas du tout. Et de toute façon, si ça arrivait, je serais là. Rassure-toi, je serais là. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, si un jeune ou une jeune qui nous écoute a envie de se lancer justement dans ce milieu politique, mais ne sait pas du tout comment faire, c'est-à-dire il a pas de réseau, il connaît personne, il sait pas. Toi, tu lui conseilles quoi? On commence par quoi? On va où? On appelle qui? Alors, je lui conseillerais dans un premier temps, parce que c'est le plus simple, et puis d'aller taper aux portes de tous les partis politiques. Voilà, peut-être. Tous? Ouais, tous. Hein, tous. Tu prends pas ta carte. Hein, tu vas voir tout le monde et t'essaies de travailler. Voilà. Après, de suivre l'actualité et d'essayer de voir finalement est-ce qu'il y a des tendances qui sont plus proches de ce que toi tu penses que d'autres. Et puis d'aller voir et d'interroger les sages, hein. En fait, clairement, les personnes qui, elles, ont milité dans le passé pour leur expliquer pourquoi elles en sont venues là, comment elles en sont venues là, qu'est-ce qu'elles pensent qu'il faudrait qu'on fasse. Voilà. D'aller sur les piquets de grève aussi, pas forcément pour soutenir le mouvement, mais pour écouter, débattre, discuter, clairement. Je crois que c'est le débat qui construit la personne aussi. Et le débat d'idées et les échanges d'idées. Voilà. Être un curieux du monde. Être un curieux du monde. Et remettre tout en question. Tout remettre en question. Ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on te dit. Va vérifier, va à la source, fais tes petites recherches, voilà.
Même si c'est quelqu'un que tu apprécies, même si c'est quelqu'un dont tu partages les valeurs. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je dis souvent sur mes réseaux sociaux. Peu importe ce qu'on vous dit, allez chercher l'info. Allez voir si ce qu'on vous dit, c'est totalement vrai ou voilà, ça l'est peut-être, mais peut-être aussi il y a des loupés ou peut-être qu'on n'a pas tout dit. Donc, c'est super important. C'est clair. Voilà, je pense qu'il faut ça. Tout remettre en question, écouter, remettre en question, vérifier. D'accord, nickel, on note. Quels sont tes projets ? Mes projets, déjà, ça va être de m'occuper de ma délégation, puisque du coup, je suis conseillère territoriale, mais avec une délégation. Je vais travailler pour l'économie sociale et solidaire. Donc, essayer de développer ce secteur-là en Guyane, d'être efficiente. Voilà. Et puis, je vais commencer une nouvelle activité professionnelle là, le mois prochain, donc d'être aussi efficiente dans ce domaine-là. Personnellement, je sais pas, continuer à m'épanouir en famille. Si j'ai un projet dont je rêve, c'est d'arriver à être beaucoup mieux organisée. Voilà, ça ce serait. De toutes les manières, j'ai envie de te dire là aujourd'hui, j'ai pas le choix, mais appliquer tous les conseils que je d'ailleurs les tiens notamment. Tous les Mindset et compagnie, ça serait un vrai projet d'arriver à tout caler. Voilà. J'aimerais bien lancer un podcast aussi. Ça, ce serait cool. Ça pourrait être un projet faudrait mettre en place. Et notamment, soit un podcast, soit un format qui permette aux gens de découvrir l'univers du fonctionnement politique de la collectivité, tu vois. J'ai fait 2-3 vidéos là pendant les élections. Et ça me plairait bien. Tu vas participer à la conscientisation politique de la population. J'adore. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Peu importe le projet, je serai là. Et la dernière question de ce podcast, qui est la question signature, et souvent, j'ai l'impression que c'est la plus difficile. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message que tu as envie de transmettre, quel serait-il ? C'est super difficile. Je voudrais qu'on garde mon sourire. Ça peut paraître naïf, mais en fait, le sourire fait que je reste optimiste, quoi qu'il arrive, et j'essaye, et j'avance, un pas après l'autre. Et voilà, je voudrais qu'on garde de moi cette volonté de vouloir bien faire. J'adore, c'est noté. En tout cas, merci Vio pour ce moment, c'était super agréable. J'ai adoré, je crois que c'est l'une des rares fois où j'ai aimé parler politique. J'espère que ce sera pas la dernière. Bah oui, et tu vois, c'est ça aussi, c'est que des fois c'est pas évident, c'est un sujet qui est délicat, c'est pas évident de l'aborder, mais c'est vrai que je connais ta bienveillance, je connais ton ouverture d'esprit, et pour moi t'étais vraiment la meilleure personne avec qui parler politique sur ce podcast, tu vois. Donc je suis vraiment contente qu'on ait passé ce moment ensemble. Écoute, moi je suis vraiment enchantée d'être la première invitée de ta saison et ça me fait chaud au cœur. J'espère que vous avoir permis en tout cas de vous rendre curieux et d'essayer de voir si la politique c'est pas autre chose. Et tout est politique dans la vie, tout. Et la politique c'est agir sur la vie au quotidien. Donc quand on est professeur, c'est de la politique. Quand on est dans une association, c'est de la politique. Quand on fait des podcasts, c'est de la politique, etc., etc. Donc, voilà. Je n'aurais pas mieux dit pour conclure ce podcast. Donc, merci pour ce moment. Le podcast se termine. Retrouvez-le sur toutes vos plateformes de podcast et sur YouTube également. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à la semaine prochaine.